L'épisode Huawei, comme celui de TikTok, sont absolument symptomatiques de la détérioration très rapide de la relation sino-américaine sous la présidence de Donald Trump. Après avoir traité le fondateur de Huawei d'ennemi de l'Amérique, Donald Trump a carrément interdit en septembre 2020 toute transaction entre la maison mère de l'application TikTok, le chinois ByteDance, et une entreprise américaine quelle qu'elle soit. Google et Apple, qui sont en situation de monopole sur les systèmes d'exploitation de nos téléphones, nos smartphones, avaient donc un pouvoir géopolitique total entre les mains. Ils pouvaient substituer TikTok à une autre application en l'interdisant de leur plateforme. Pourquoi TikTok ? D'abord, c'est la cible de Donald Trump parce que c'est la première application à sortir, à réussir hors des frontières chinoises. Avec 2 milliards de téléchargements dans le monde, et tout ça grâce à une interface extrêmement simple, pour ne pas dire inexistante, qui permet de monter de très très courtes vidéos, et aussi grâce à un algorithme, un peu une sauce magique, qui offre à tous les utilisateurs de TikTok une audience importante, même les utilisateurs inconnus, contrairement aux autres réseaux sociaux. Et TikTok, très vite, va remplacer chez de très nombreux adolescents Instagram, Facebook, Twitter ou Snapchat. Ce décret américain de Donald Trump cite des captures automatiques de TikTok qui permettraient de réunir des dossiers personnels à des fins derrière de chantage, notamment sur des employés du gouvernement en vue de pratiquer de l'espionnage industriel. Un site de rencontres homosexuelles avait d'ailleurs été racheté par les Américains et par des Chinois. Un site de rencontres homosexuelles, Grindr, avait été racheté par un consortium chinois et les Américains avaient aussi peur qu'un hacking chinois des bases de données des fonctionnaires américains puisse être rapproché pour faire pression sur eux. Pourtant, les données collectées sont à peu près les mêmes sur TikTok que sur Instagram ou Facebook, qui sont sous la loi américaine et qui coopèrent avec les autorités américaines en vertu de ce qu'on appelle le Patriot Act. Seulement, le partage des données entre ByteDance et les autorités chinoises, lui, serait carrément automatique. Et certains pensent qu'à l'époque, Trump voulait surtout mettre la pression sur ByteDance pour que son activité américaine soit rachetée par un acteur américain. Microsoft ou Oracle l'avaient proposé à l'époque. Bon, c'est un serpent de mer. 3 ans plus tard, en 2023, cette fois, c'est l'administration Biden qui a ressorti le dossier. TikTok avait dû confirmer en 2012 qu'en effet, toutes ces données étaient envoyées et consultées par des employés chinois de la plateforme, qui étaient donc sous contrôle du Parti communiste chinois, et s'était engagé à investir 1,5 milliard de dollars dans un programme de protection des données qui prévoit notamment de stocker ces données désormais aux États-Unis. Seulement, l'administration américaine ne voulait rien entendre, et Biden veut aujourd'hui forcer les actionnaires chinois de TikTok à vendre leur part en les menaçant toujours de bannir l'application aux États-Unis grâce à Google et grâce à Apple. En France, une enquête parlementaire a même été ouverte sur l'algorithme de TikTok parce qu'on voulait comprendre l'influence du gouvernement chinois sur l'application, étant entendu qu'une fonction de hitting existe. À quoi elle sert cette fonction ? Elle permet de pousser la visibilité d'une vidéo en appuyant sur un simple bouton. Elle permet aussi de rendre une vidéo inutilisable, invisible, tout en ne la supprimant pas. La Commission européenne, et même aller plus loin, elle a interdit à tous ses collaborateurs d'utiliser l'application TikTok pour des raisons de cybersécurité. Affaire à suivre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation ne s'est pas significativement améliorée depuis le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche. En effet, les démocrates, Joe Biden et toute leur administration ont poursuivi exactement la même ligne, une ligne dure, inaugurée par les républicains, les néoconservateurs, menée par Donald Trump, d'abord en maintenant les tarifs douaniers, en accentuant aussi les sanctions technologiques qui font très très mal aux ambitions industrielles chinoises. Et Trump, à l'époque, avait voulu se démarquer en montrant que son aile du parti républicain, c'est-à-dire la frange la plus radicale, celle qui venait du Tea Party, de l'alt-right, était la seule qui était capable d'assumer, de s'attaquer directement à la Chine. Seulement, la position américaine aujourd'hui, elle ne traduit plus du tout ça. C'est une position radicale, frontale, qui traduit un consensus qui a été petit à petit acquis à Washington, autant chez des républicains que chez des démocrates, et surtout chez des élus de toutes les tendances confondues. Cette position, on peut la résumer en une phrase. Il faut chercher à tout prix à contenir la progression de la Chine, surtout dans les domaines sensibles, et notamment avec l'émergence de l'intelligence artificielle, de l'ordinateur quantique ou demain de la 6G. La question des droits de l'homme et la stratégie autoritaire du zéro Covid en Chine
n'ont fait finalement qu'empoisonner encore davantage la relation sino-américaine. Face à cette offensive diplomatique et cette offensive économique américaine qui a été engagée dès 2017, la réponse chinoise, finalement, elle a plutôt consisté à ne pas reculer sur ses propres positions, mais elle n'a pas répondu frontalement aux Américains. Parce que, du point de vue chinois, faire des concessions sérieuses aux exigences américaines sur la politique industrielle, ou même d'ailleurs sur les entreprises publiques, sur les entreprises stratégiques, reviendrait carrément à renoncer aux ressorts fondamentaux, ceux de sa souveraineté. Et l'attitude chinoise par rapport à sa souveraineté, notamment sur ces points névralgiques qui concernent le conflit entre la Chine et les États-Unis, eh ben, elle ne fait que se confirmer, elle ne fait que se durcir au fil du temps. Et par exemple, lorsque Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis, a décidé d'atterrir en août 2022 à Taïwan, officiellement sans le soutien de Joe Biden, parce qu'il avait été averti la semaine précédente au téléphone directement par Xi Jinping, qu'une telle visite reviendrait carrément à jouer avec le feu. Eh bien, en fait, c'est une crise diplomatique majeure entre les États-Unis et la Chine. Seulement, les États-Unis, d'un côté, reconnaissent toujours un seul gouvernement chinois, celui de Xi Jinping, et ils continuent d'apporter, dans le même temps, en parallèle, d'une autre main, leur appui militaire à Taipei. Et les jours précédant l'arrivée surprise de Pelosi, l'armée taïwanaise effectuait d'ailleurs ses plus importants exercices militaires, tandis que le porte-avions américain Ronald Reagan quittait Singapour pour aller se positionner au cas où, en pression, aller se diriger vers la mer de Chine méridionale. Et la Chine d'ailleurs, en représailles, si vous voulez, de la visite de Pelosi, a organisé un exercice militaire dans le détroit de Taïwan très impressionnant, qui a permis d'une certaine manière que la désescalade entre la Chine et les États-Unis, à ce moment-là, à l'été 2022, arrive très vite. Parce qu'au fond, les Chinois, notamment les dirigeants chinois, ont très bien compris qu'ils n'ont aucun intérêt à l'affrontement direct avec les Américains. Ils ont toujours été d'ailleurs très prudents vis-à-vis des Américains, parce que ils ne sont pas permis de prendre des mesures vindicatives, par exemple, comme des embargos commerciaux ou même des arrestations de ressortissants, ce qu'ont fait les Américains. Alors que le régime de Xi Jinping n'hésite pas du tout à appliquer ce genre de pratique à des puissances plus moyennes, comme le Canada ou comme l'Australie. Et la surenchère, pour l'instant, anti-américaine, elle est restée verbale en Chine, et elle se circonscrit plutôt aux médias. Elle ne s'est pas accompagnée d'une escalade de contre-sanctions commerciales ou de sanctions technologiques ou même financières majeures contre les États-Unis. Alors qu'elle aurait pu, puisque comme je vous le disais, la Chine peut en une minute vendre ses bons du Trésor et affaiblir le dollar et l'économie américaine. Parce que, au final, les dirigeants chinois, ce qu'ils observent, c'est leurs confrères américains. Ils les regardent avec beaucoup de circonspection, mais ils sont conscients que c'est encore aujourd'hui les États-Unis le seul pays au monde qui est capable de déstabiliser la Chine, qui est capable de le faire sortir de ses gonds et qui est capable de le faire sortir des rails vers la première puissance mondiale, c'est-à-dire dépasser les Américains avant 2049. Parce que les Chinois sont persuadés que l'Occident ne peut que décliner, et qui cesse d'ailleurs de décliner peu à peu, comme ça, gentiment, et que donc le temps joue finalement en leur faveur. C'est pour ça que les Chinois veulent à tout prix éviter ce qu'on appelle un conflit chaud avec les États-Unis, et c'est ce qu'il faut bien prendre en compte quand on parle des lieux d'une forme de guerre froide, à savoir la question taïwanaise par exemple, ou celle de Hong Kong. La guerre en Ukraine a dévoilé un peu mieux la position des Chinois. D'abord parce que la Chine et la Russie n'ont pas d'alliance militaire, bien qu'après des décennies de relations vraiment exécrables au plus fort de la guerre froide, eh bien les deux États, les deux autocrates, Poutine et Xi Jinping, ont commencé à se rapprocher timidement, d'abord avec un partenariat solide autour des années 2010, qui s'est illustré dès 2014 avec un accord gazier majeur. Un nouvel accord d'ailleurs avait été conclu en 2022, avant les Jeux olympiques de Pékin. À ce moment-là, il était censé, cet accord, renforcer encore davantage ce partenariat entre les Chinois et les Russes. Seulement, l'agression russe contre l'Ukraine aurait pu rebattre carrément les cartes de cette relation. Au début de cette guerre, cette invasion de l'Ukraine, Pékin s'est réfugié dans une forme d'ambiguïté, celle qu'elle revendiquait d'ailleurs pour les non-alignés africains. Cette ambiguïté, c'est ni une condamnation des Russes, ni un soutien explicite, c'est une forme de neutralité bienveillante finalement à l'égard du Kremlin. Et si la Chine s'est opposée en principe
aux sanctions occidentales, on voit qu'aujourd'hui les banques d'État chinoises les appliquent. Elles les appliquent pour une raison très simple, c'est qu'elles ne sont pas prêtes à sacrifier leurs activités partout dans le monde, notamment en Afrique, on l'a dit, pour la cause des Russes, pour la cause de Vladimir Poutine. Et Pékin d'ailleurs n'a pas hésité non plus à négocier très 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 durement le prix de son énergie, de l'énergie qu'elle achète maintenant à Moscou, en mettant en relief l'absence totale de sentiments, de sentimentalité, de sensibilité dans cette relation. Elle a profité en fait de la situation, de l'envie guerrière de Poutine pour acheter à moindre prix et pas en dollars du gaz, notamment du gaz russe. Certains d'ailleurs sont même allés bien plus loin que ça en disant que les Chinois avaient acheté en masse des stocks de gaz russe avant même l'invasion de l'Ukraine et que donc ils avaient aidé les Russes à se constituer un stock de devises, notamment des dollars, pour pouvoir se protéger des inévitables sanctions occidentales. Et on a même d'ailleurs vu beaucoup de Chinois faire fortune ensuite en revendant ces fameux contrats à terme sur le gaz pour plus de 10 fois leur valeur, et notamment d'ailleurs aux Européens qui étaient paniqués de ne pas pouvoir passer l'hiver sans le gaz russe et qui ont acheté ce gaz aux Chinois. Ce sont aussi les Chinois qui ont accepté, les premiers, les seuls d'ailleurs, de payer en roubles le gaz et le pétrole russe, ce qui a permis de soutenir le cours du rouble après l'invasion de l'Ukraine, tout en cassant de fait le presque monopole historique du dollar sur les transactions de matières premières. C'est un coup à double tranchant pour les Chinois et en même temps un coup de billard à deux bandes. Parce que contrairement à ce qu'on affirme parfois, c'est pas car la Chine s'identifie politiquement à la Russie qu'elle fait ça. C'est pas seulement pour s'opposer à l'Occident. C'est parce que, en termes chinois, il faut comprendre que la Russie, pour eux, c'est une économie capitaliste qui est bâtie sur les décombres de l'URSS, c'est une économie d'oligarques. Alors qu'elle-même, la Chine, continue de se réclamer, en tout cas à l'intérieur, d'un socialisme et même accessoirement d'un marxisme-léninisme, ce que Poutine méprise au plus haut point. La Russie, comme la Chine d'ailleurs, ont un intérêt commun. C'est l'affaiblissement du leadership américain sur les affaires mondiales, quand bien même leurs priorités peuvent être très 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 différentes aujourd'hui. Il faut dire qu'au tout début de cette guerre en Ukraine, beaucoup pensaient que le partenariat entre la Chine et la Russie ne pourrait pas résister à ce conflit. Un conflit, je vous rappelle, qu'on pensait durer quelques jours, quelques semaines. Bien au contraire, en septembre 2022, pour son premier déplacement à l'étranger post-confinement, Xi Jinping s'est rendu au sommet de l'organisation de Shanghai. C'est une organisation de coopération qui est l'équivalent peut-être de l'OTAN, mais pour les pays pro-russes, pro-chinois, pour les BRICS. Ce sommet avait lieu à Samarkand, en Ouzbékistan, et c'est là que Xi Jinping a rencontré Poutine avant de se rendre même en mars 2023 au Kremlin. Leurs échanges commerciaux ont bondi, et donc Xi Jinping finalement n'a pas eu de mal à reprendre la propagande russe en rendant les Américains et l'OTAN responsables du conflit en Ukraine. La Chine et la Russie ont même carrément réalisé des exercices militaires conjoints parce que la Chine veut profiter aujourd'hui de ce conflit, elle s'est engouffrée dans la durée pour se positionner comme un médiateur potentiellement même seul d'ailleurs, et pour lutter contre leur ennemi commun, les États-Unis. La virulence anti-occidentale n'a jamais été aussi forte au sein du régime chinois depuis Mao Tse-tung. Et c'est un peu l'effet de la transformation, de la bifurcation qui a été prise par Poutine avec l'Ukraine. Mais c'est aussi ce qui a permis à Xi Jinping de se rapprocher de l'Iran, de renforcer son emprise en Asie centrale via justement l'organisation de coopération de Shanghai et même de convaincre des pays du Sud de rejoindre ces nouveaux non-alignés. Ils ont lancé un espèce de rouleau compresseur médiatique, idéologique, pour expliquer même aux opinions publiques occidentales que leur système politique, libéral, démocratique, capitaliste, ne vaut pas mieux que celui des non-occidentaux, à savoir, dans leur cas, un régime autoritaire. Et la démocratie, qui est déjà en crise, voit aujourd'hui ses libertés se restreindre, avec cette doxa, cette culture qui s'implante, peut-être demain des partis, on l'a vu avec le Front National financé par le Kremlin, peut-être une offre politique antidémocratique soutenue par ces régimes autocratiques. C'est la suite logique de cette guerre. En 2022, la croissance de la Chine a atteint 3%, mais contre une prévision de 5,5%, et après une croissance de 8 points en 2021. C'est l'un des plus faibles taux de croissance chinois depuis près de 40 ans, et on peut même se poser la question de la fin de la croissance en Chine. Alors, bien sûr, la stratégie du zéro Covid a énormément pesé,
d'abord avec des confinements énormes, avec ensuite une phase de test, notamment au moment des nouveaux variants d'Omicron qui empêchaient les gens d'accéder à l'université, à des services publics. Mais c'est surtout la crise immobilière qui a suivi cette baisse significative de l'investissement, notamment public, dans cette inestimable source de croissance pour l'empire du milieu qu'est la pierre qui pèse plus du quart du PIB chinois. Et d'ailleurs, les premiers pénalisés par cette très faible croissance, c'est les ouvriers, et notamment les ouvriers du bâtiment, souvent des travailleurs sans qualification, des immigrés qui viennent d'Asie du Sud-Est. Les dirigeants chinois, Xi Jinping en tête, veulent une chose aujourd'hui, c'est relancer la croissance, la relancer à tout prix. Mais comment est-ce qu'ils définissent la croissance ? Est-ce que leur objectif c'est de se contenter de 3 ou 4% de croissance annuelle dans une économie de plus en plus grosse ? Ou est-ce que leur objectif c'est de remonter à tout prix à 5-6% de croissance, voire plus ? S'ils sont résolus à remonter dès que possible, il faut comprendre que la recette chinoise pour y parvenir peut être très facilement activée en fait. Si les Chinois rouvrent les vannes du crédit bancaire pour des investissements, notamment dans les infrastructures et dans la construction, la croissance suivra mécaniquement. Seulement, cela agirait contre tout rééquilibrage structurel en faveur de la consommation. Et, accessoirement, ça saboterait complètement leurs propres efforts durant quand même 2 ans pour restreindre drastiquement l'augmentation incontrôlée de la dette, et notamment de la dette dans l'immobilier chinois. La Chine a donc les moyens de maximiser sa croissance à très court terme, mais seulement à un prix cruel, et un prix qu'elle aurait d'ailleurs de bonnes raisons de ne pas vouloir payer. C'est toute la question que se pose Xi Jinping pour les 10 prochaines années, parce que d'une façon ou d'une autre, il peut être avisé pour lui et pour son pays de sacrifier quelques points de croissance à court terme en vue de mettre sur pied une économie chinoise avec de très bonnes bases à moyen terme, de meilleures bases à moyen terme. Et c'est tout le projet de la prochaine mandature de 5 ans de Xi Jinping. Les statistiques, par exemple, de l'emploi des jeunes diplômés sont très peu reluisantes aujourd'hui en Chine. Et toutes les mesures qui sont ciblées en leur faveur, notamment au niveau local, au niveau des municipalités, se font attendre. Alors que dans le même temps, le choc économique salutaire, après l'abandon de la politique zéro Covid de fin 2022, ne semble pas vraiment avoir eu lieu, en tout cas du point de vue de la consommation, de la demande, et vu le peu de communication de Pékin sur ces chiffres, d'ailleurs on voit bien, ils ne communiquent pas réellement un PIB dans les mêmes considérations que les autres pays, et les communiquent plus tard, on est forcé aujourd'hui d'être un peu dans la spéculation, dans l'expectative, comme souvent tout ce qui concerne la Chine et son économie politique. Mais une chose est certaine, c'est que la Chine vise le leadership mondial et elle le vise pour 2049.